Maintenant, on va voir la protéolyse ou catabolisme protéique, c'est-à-dire la dégradation des protéines en acides aminés. La protéolyse constitue la principale source d'acides aminés pour l'organisme. Donc 75% sont assurés par la dégradation des protéines et 25% d'acides aminés sont assurés par les apports nutritionnels, c'est-à-dire par l'alimentation. Les protéines sont dégradées par des enzymes protéolytiques que l'on appelle les protéases ou hydrolases, réparties en 3 systèmes principaux: le système lysosomal, le système calpaïne-calpastatine et le système du protéasome. Alors, on va commencer par le système lysosomal. Les enzymes concernées sont des protéases actives en milieu acide, c'est très important. Donc le milieu acide pour faciliter donc la dégradation des protéines. Les catepsines, dénommées en fonction de l'acide aminé de leur site actif, c'est-à-dire que les catepsines B, C, H, L et S, ils ont un site actif appelé cystine, qui contient, c'est-à-dire un acide aminé, cystine, d'où donc la protéinase, cystine protéinase. On a aussi les catepsines D et E, donc ce sont des aspartates protéinases. Les catepsines G, ce sont des sérines protéinases, c'est-à-dire l'acide aminé donc de leur site actif, c'est la sérine. Alors, où sont localisées ces catepsines? Alors, ces enzymes sont localisées essentiellement à l'intérieur des vésicules lysosomales qui incorporent par endocytose les protéines à dégrader. Donc, à l'intérieur des lysosomes, dont le pH est très bas, c'est-à-dire un milieu acide, ils vont incorporer ces vésicules, ils vont incorporer les protéines à dégrader. Alors, quelles sont les protéines qui sont ciblées par ce système lysosomal? Alors, ce sont les protéines intracellulaires à demi-vie longue, aussi sur les protéines membranaires et sur les protéines extracellulaires. Donc, 3 types de protéines qui sont ciblées par ce système lysosomal. Alors, à l'intérieur de la vésicule lysosomale, les catepsines vont dégrader la protéine substrat en peptides et en acides aminés. Et ces acides aminés, ils vont être libérés dans le cytosol. Alors, le type de catepsine et l'importance de la protéolyse lysosomale varient selon l'organe considéré, parce que ça dépend de chaque organe. Donc, ce mode de dégradation est particulièrement important dans les organes à renouvellement protéique rapide, c'est-à-dire dans le foie. Il nécessite de l'énergie sous forme d'ATP pour maintenir un pH acide à l'intérieur des lysosomes, c'est-à-dire pour maintenir une pompe à protons et les canaux chlore. Les canaux chlore parce que l'acidité elle est provoquée par le HCl. Le deuxième système, c'est le système calpaïne-calpastatine. Les calpaïnes sont des protéases cytosoliques dans le cytoplasme et dont l'activité est étroitement fonction de la concentration intracellulaire en calcium. Donc, leur fonctionnement dépend du calcium. Alors, le site actif des calpaïnes, de ces protéases, donc, est constitué de 3 acides aminés que l'on appelle triade catalytique. Donc, ces 3 acides aminés sont la cystéine, l'histidine et l'asparagine. Alors, ces enzymes ou ces protéases sont responsables de la protéolyse neutre calcium dépendante.
Alors, les calpaïnes possèdent un domaine leur permettant d'interagir avec le calcium. Ce domaine, fortement homologue à la calmoduline, il est dit calmoduline-like et présente des structures EF-hand capables de lier les ions calcium. Alors, les calpaïnes sont classées en calpaïnes typiques dont la structure est une structure EF-hand. Les calpaïnes atypiques, ils sont dépourvus de structure EF-hand. Les calpaïnes ubiquitaires, les calpaïnes tissus spécifiques. Et donc, ce système calpaïne, il est spécialisé dans la dégradation des protéines du cytosquelette. Alors, la calpastatine est un inhibiteur puissant des calpaïnes et donc l'activité protéolytique globale dépend de l'équilibre entre calpaïne et calpastatine. Le troisième système, c'est le protéasome. C'est un système ATP dépendant, donc ça demande de l'énergie. Sans l'ATP, il n'est pas fonctionnel. Donc un volumineux complexe enzymatique composé de nombreuses sous-unités dont deux formes, le protéasome 20S et le protéasome 26S. Alors les substrats préférentiels de ce type de dégradation ou bien du protéasome sont les protéines intracellulaires normales, qu'elles soient à demi-vie courte ou longue, mais aussi les protéines anormales. Alors, préalablement à l'action du protéasome 26S, un marquage préalable de la protéine à dégrader par l'ubiquitine est nécessaire. Donc, il faut que la protéine qui va être dégradée soit donc activée à l'ubiquitine. Alors, une fois la protéine est polyubiquitinée, elle est reconnue par le protéasome qui la dégrade en acides aminés et en peptides courts, relâchant bien sûr l'ubiquitine qui peut alors être réutilisée par d'autres protéines. Alors, la réaction consomme de l'ATP à deux niveaux, l'une au moment de l'ubiquitination et l'autre au moment de l'intervention du protéasome, c'est-à-dire au moment de la dégradation. Alors, cette voie ATP dépendante représente probablement la majorité de la protéolyse au niveau musculaire. Elle est finement régulée par les circonstances nutritionnelles et hormonales. Alors, quels sont les signaux de la protéolyse, c'est-à-dire comment les différents systèmes protéolytiques vont reconnaître la protéine à dégrader et à quelle vitesse. Alors, il existe un mécanisme de ciblage des protéines permettant de désigner à tel ou tel système ce qui doit être dégradé ou non. Et donc, ce ciblage, il est fonction du poids moléculaire de la protéine, c'est-à-dire que plus la protéine pèse, donc plus elle est volumineuse, plus elle prend de l'âge et donc elle va être la cible de la dégradation. Aussi, du degré de la glycosylation de la protéine. Alors la glycosylation rend les polypeptides plus résistants à la protéolyse. Donc, les protéines glycosylées ne sont pas la cible de la dégradation ou de la protéolyse. Aussi du point isoélectrique. Alors le point isoélectrique, il détermine la solubilité de la protéine. Donc, une protéine moins soluble, donc moins d'interaction avec la molécule d'eau et donc moins fonctionnelle. Donc, elle va être désignée à la protéolyse. Il y a aussi des systèmes plus spécifiques. Donc, par exemple, l'acide aminé N-terminal de la protéine. Certains acides aminés N-terminaux sont stabilisants de la protéine, par exemple la méthionine et la glycine. Et donc, ils seront portés par des protéines à demi-vie longue, c'est-à-dire des protéines qui ne sont pas désignées à la dégradation.
Et d'autres acides aminés N-terminaux sont déstabilisants, tels que la lysine, l'aspartate et la tryptophane, et donc portés par des protéines à demi-vie courte. Donc, les acides aminés déstabilisants désignent donc des protéines qui sont proches de la dégradation, et les stabilisants, donc, des protéines qui ont une demi-vie longue, donc qui ne sont pas prêts à la dégradation. Et donc, bien sûr, les acides aminés N-terminaux peuvent être, au cours de la vie de la protéine, être modifiés. Par exemple, l'aspargine transformée en aspartate, ou peut recevoir un acide aminé déstabilisant supplémentaire, et donc ça va condamner la protéine et donc la désigner à la protéolyse. Et par contre, il y a des protéines qui peuvent être donc protégées par une acétylation. Et donc, une acétylation, ça les protège de la dégradation. Donc, la désacétylation expose un acide aminé déstabilisant et donc expose la protéine à la dégradation. Il existe également des séquences signales de la protéolyse. Donc, il a été mis en évidence de courtes séquences d'acides aminés dénommées selon la nomenclature des acides aminés avec une lettre, par exemple, la séquence Kverk ou PEST. Le K correspond à la glycine, le F à la phénylalanine, etc. Donc, ces motifs inclus dans la séquence primaire de la protéine deviendraient exposés au fur et à mesure du vieillissement de la protéine par modification des structures secondaires et tertiaires. Et donc, l'apparition du motif étant alors le signal pour la dégradation de la protéine. Donc, ces deux mécanismes ne concernent que quelques protéines et les signaux conduisant à la dégradation de la majorité des protéines sont encore très mal connus. Maintenant, donc, on va voir la régulation du métabolisme protéique. Alors, la régulation du métabolisme protéique, il y a une régulation nutritionnelle par les nutriments et une régulation hormonale. Alors, on va commencer par voir la régulation par les nutriments. Donc, par les nutriments, donc nous avons deux états. Un état post-absorptif, c'est-à-dire quand la personne ne prend pas les aliments, c'est-à-dire à jeun. Et à ce moment-là, 25% du glucose provient de la néoglucogénèse, donc augmentation, si la période du jeûne dépasse 18 heures. C'est-à-dire que quand la période du jeûne dépasse 18 heures de jeûne, il y a épuisement donc des glucides, épuisement des lipides, et donc ce sont les protéines qui vont donc assurer donc l'énergie à l'organisme par la néoglucogénèse. Donc la néoglucogénèse, c'est la synthèse du glucose à partir donc des acides aminés. C'est le cas de cycle alanine-glucose. Alors, et les flux d'acides aminés vont se diriger de la périphérie vers les viscères, c'est-à-dire vers l'intestin et vers le foie. C'est-à-dire qu'il va y avoir dégradation au niveau des muscles squelettiques qui vont exporter des quantités importantes d'acides aminés. Et au niveau de la musculature, il va y avoir une augmentation de la protéolyse et une diminution de la synthèse protéique. Alors, dans le muscle, l'alanine et la glutamine, c'est-à-dire les 2/3 des acides aminés totaux libérés par le muscle, 15% de protéines en tout. Donc, c'est-à-dire que les 2/3 des acides aminés seront libérés par les muscles. Il y a une synthèse de nouveau de ces acides aminés dans le muscle, c'est-à-dire la synthèse de l'alanine
au niveau musculaire à partir du pyruvate. Et donc, l'alanine, elle va être exportée vers le foie pour servir donc pour la synthèse du glucose. Donc, c'est le cycle de l'alanine-glucose. Donc, la néoglucogénèse. Et la glutamine, elle va gagner l'intestin où elle va servir de carburant pour l'absorption, donc pour les mécanismes donc de la cellule intestinale. Et donc, dans cette situation de pénurie, c'est-à-dire quand l'individu est à jeun, l'organisme a deux priorités: fournir de l'alanine au foie pour servir la néoglucogénèse, fournir de la glutamine aux tissus à renouvellement rapide, donc pour leur donner de l'énergie. Alors, comme vous le voyez dans le schéma, alors le muscle, il y a une dégradation accrue pendant la période de jeûne, protéines donc ils vont être dégradées et donc il va y avoir l'alanine va être exportée vers le foie et la glutamine vers donc le rein et la glutamine vers l'intestin pour servir de carburant. Et au niveau donc de l'intestin, l'alanine, donc elle va être également fabriquée au niveau de l'intestin et elle va gagner le foie pour qu'elle serve pour la néoglucogénèse. Alors, pour l'état post-absorptif, c'est-à-dire l'état nourri de l'individu, l'image s'inverse. On a un approvisionnement par les glucides ingérés, glucogène et triglycérides. Il n'y a plus de lipolyse périphérique, c'est-à-dire pas de lipolyse au niveau du muscle. Et donc l'intestin devient une source d'acides aminés parce que les aliments sont arrivés au niveau de l'intestin et ils ont subi donc la dégradation par les enzymes protéolytiques au niveau donc de l'estomac et de l'intestin. Les acides aminés vont être captés par le foie. Et donc, exception pour les ramifiés qui vont gagner le muscle. Alors le repas, en résumé, le repas, il freine la dégradation protéique. Ceci parce qu'on a une augmentation de la sécrétion d'insuline pour réguler la glycémie. Augmentation de synthèse protéique liée aux augmentations des acides gras, des acides aminés circulants qui proviennent par l'alimentation. Et donc augmentation des apports énergétiques, augmentation de la balance azotée. Donc l'organisme est en mode de stockage de protéines, donc protéogénèse. Alors là, le schéma, les acides aminés qui proviennent de l'alimentation, ils vont gagner le foie. L'insuline, il va arrêter donc il va arrêter la protéolyse et il va stimuler la synthèse protéique. Et donc, à partir donc du muscle, la glutamine, elle va gagner l'intestin pour servir donc aux besoins donc propres à chaque organe. C'est-à-dire que le muscle, il va devenir un organe, d'accord, de synthèse des acides aminés, d'accord, qui sont surtout la glutamine et l'alanine. Pour la régulation hormonale, d'abord l'insuline, c'est une substance anabolisante, donc augmente la captation intracellulaire des acides aminés et augmente la synthèse protéine et diminue la protéolyse. Les hormones de croissance, augmentation de la synthèse protéique, diminution de la protéolyse, action des stéroïdes sexuels, une action anabolisante, surtout l'action de la testostérone,
Donc, c'est l'augmentation de la synthèse protéique. Les catécholamines, l'adrénaline, elles sont des anabolisants, mais par contre, ils sont lipo- et glycogénolytiques. Augmentation de la synthèse protéique et diminution de la protéolyse. Les hormones thyroïdiennes, le thyroïdie indispensable à la croissance et l'hyperthyroïdie provoquent une fonte musculaire, donc une protéolyse. Le glucagon, il augmente la protéolyse, mais il a un effet modeste car cet effet est inhibé par la présence de l'insuline. Les corticoïdes, hormones catabolisantes les plus puissants, donc car ils stimulent l'insulinisme. Donc on a un hyperinsulinisme. Donc nous avons une augmentation de la protéolyse et diminution de la synthèse protéique. Les cytokines globalement catabolisantes, augmentation de la synthèse protéique de protéines de l'inflammation dans le foie. Alors, en conclusion sur le métabolisme ou la régulation du métabolisme protéique, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la protéolyse consomme de l'énergie et le coût est très élevé. Et la protéolyse est tout autant que la synthèse protéique un phénomène très bien régulé par les conditions nutritionnelles et hormonales. C'est ce qu'on vient de voir. Et voilà, merci pour votre attention.